Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec Sarah El-Haïry. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci de nous rendre visite pour la deuxième fois. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de l'engagement auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. On va parler évidemment de tous les sujets qui concernent la jeunesse. Les chiffres du chômage, on va les commenter parce qu'ils sont bons sur le plan général, mais bon aussi en particulier sur les jeunes, le service civique, bien entendu, le contrat engagement jeune, ça sera le 1er mars et c'est un sujet très important. Puis on parlera aussi, il faut en parler, du rapport des jeunes à la politique, qui semblerait, ces jeunes, être plus proches de l'entrepreneuriat que du bulletin de vote. On va en parler avec vous dans quelques instants. D'abord, les chiffres du chômage, commençons par l'actualité, parce que ils ont baissé considérablement, bien au-delà d'ailleurs des chiffres d'avant Covid, des chiffres excellents. Et avec des chiffres, on va les découvrir, où le niveau des jeunes a baissé de moins 8,2% selon les chiffres de la DARES. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous allez me dire, bon, on est en campagne moins 0,5 au 4e trimestre 2021 selon les chiffres DARES. Ça vous inspire quoi? Vous dites notre politique est la bonne? Quand on assume que c'est l'emploi, le travail qui émancipe, et qu'on a le président qui a fait la politique la plus ambitieuse envers les entreprises et les jeunes, alors oui, ça paye. Et ça paye de plusieurs manières. Aujourd'hui, quand on voit le plan Jeune d'une solution, c'est 9 milliards d'euros injectés, mais ce n'est pas 9 milliards juste simplement d'euros. C'est 4 millions de jeunes qui ont bénéficié de contrats d'alternance, de formation. Ça, c'est la nouveauté, hein, l'alternance qui a cartonné. Mais parce que, pour une fois, on change en fait le regard sur l'alternance. On dit aux entreprises, faites-leur confiance. La meilleure des formations, c'est celle qui sera à vos côtés. Et en plus de ça, on vous aide financièrement sur cette première prise de risque. On dit aux jeunes, vous savez, l'alternance, c'est une voie d'excellence. Arrêtez parfois de vous imposer des méthodologies d'apprentissage qui ne sont pas faites pour vous. On peut avoir des magnifiques parcours pour l'alternance, avec l'alternance, et quel que soit d'ailleurs le diplôme, du CAP au master, l'alternance est pour tous. Résultat des courses, on bat tous les records. C'est important de le dire, au master, et ce ne sont pas, parce qu'il y avait un vrai débat sur les métiers manuels, c'est aussi de l'alternance dans tous les secteurs du tertiaire. Hein. L'immobilier, commercial, on peut devenir ingénieur, on peut faire des études de communication. Aujourd'hui, toutes les formations sont quasiment ouvertes à l'alternance. Pourquoi? Parce que c'est finalement une méthodologie où tu apprends la théorie et tu la pratiques. Et la meilleure manière aussi d'avoir finalement de l'expérience. La première question qu'on te pose quand tu arrives à un recrutement, on te dit, est-ce que vous avez de l'expérience? Mais si on t'a jamais donné la chance d'avoir une expérience, c'est quand même un cercle vicieux cette histoire. Ça nous est tous arrivé ça, hein. Et on oui, se mord la queue. Hein. Je parle quasiment en reconnaissance de cause. Ouais. Et donc pour casser ça, tu as deux choses. Soit effectivement, tu as l'occasion, l'opportunité d'avoir eu un stage, sauf qu'on sait que les stages, c'est très compliqué parce qu'il y a une histoire de réseau, et pour rompre cette inégalité d'accès au réseau, c'est quand même pas le plus simple. L'alternance, ça te permet de réduire le coût de ta formation, quand c'est une formation en plus dans une école, par exemple. Et puis d'apprendre concrètement. Et d'apprendre en faisant, et d'avoir un réseau professionnel, et surtout d'avoir une expérience qui devient fondamentale. Deux chiffres, moins 17,8 sur un an, c'est 87 400 inscrits en moins en France métropolitaine, ça c'est le chiffre, mais il y a toujours ce mais, et je sais que la bataille est rude, le taux est toujours de 19,2% de demandeurs d'emploi, qui est supérieur évidemment au niveau moyen de l'ensemble des demandeurs d'emploi, même si le nombre de chômeurs a baissé considérablement. Il y a encore du travail. Bien sûr qu'il y a encore du travail. Il y a du travail et on a pour le coup, c'est vrai, le taux de chômage le plus bas. On n'a pas eu les conséquences de la crise à l'époque qu'on a eu sur l'emploi des jeunes. On a des entreprises qui font confiance aux jeunes beaucoup plus parce qu'on a des entreprises qui s'engagent et qui voient à quel point un jeune dans une entreprise, il transforme parfois sa manière de penser, il la rend plus agile. Notre job aujourd'hui, c'est de faire qu'on reconnaisse plus les compétences acquises, les soft skills, qui sont acquises en dehors du parcours universitaire ou scolaire. De donner aussi le goût de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a plusieurs voies pour réussir. Il faut que chaque jeune, et pour le coup, on n'a aucune doxa à nous sur le sujet. On pense juste que chacun a sa place dans notre pays, quel que soit son parcours. Oui, ça c'est la philosophie. Totale. La liberté par le travail. Il reste encore un peu de chemin, puisque ces chiffres sont supérieurs à la moyenne européenne. Donc effectivement, il faut continuer cette politique. Juste peut-être, parce que cette politique, elle est aussi le fruit de transformations qui ont commencé dès 2017. Je pense à la réforme du marché du travail qui avait été portée par Muriel Pénicaud et ensuite par Elisabeth Borne. C'est bien le fruit de transformations aussi très structurelles qui, je suis sûre, nous amèneront à gagner cette bataille du chômage et en particulier du chômage des jeunes. Juste un mot, parce que vous êtes exprimé sur le wokisme, le communautarisme sur les antennes de France Culture. Je voudrais le relier avec la thématique de notre émission. Vous dites, ça c'est un vrai danger, ça pose un énorme problème, notamment chez les jeunes, évidemment. Je me suis laissé dire que
ces jeunes porteurs de une forme de combat, de militance, cancel culture, wokisme, communautarisme, déposaient pas leur militance à la porte de l'entreprise et qu'ils la transportaient dans l'entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est le ferment d'une forme de délitement de l'entreprise, ce type de façon de militer? Moi, je crois que c'est dangereux pour l'unité aujourd'hui au sein de l'entreprise. Faire entreprise, vivre sa culture d'entreprise, c'est aussi porter un message universaliste. Moi, je crois que le plus important, c'est que si aujourd'hui on combat les idées qui sont des idées communautaristes ou séparatistes, c'est pour garder une sorte d'unité, de lutter contre les discriminations à l'embauche, les discriminations quand tu veux louer un appartement, mais sans faire de ces combats-là des combats de communauté. Pourquoi ? Parce que ça serait finalement trahir un peu l'idéal français. L'idéal français, c'est quoi ? C'est le mérite, l'émancipation. On ne te regarde pas par ton prénom, on ne te regarde pas par ton lieu de naissance, mais au contraire, par tes actions. Ça, c'est le principe même de l'universalisme français. D'accord. En tout cas, c'est le mien. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué. On voit des jeunes qui vous disent « mais moi, j'ai tout fait bien ». Mais je suis d'un quartier de populaire ou de banlieue, j'ai pas le bon prénom, j'ai pas le bon nom de famille, j'ai les bons diplômes, mais je peux pas accéder. Ça pose quand même une question autour de la discrimination. Bien sûr, ça pose une question absolument fondamentale. La discrimination à l'embauche, elle est condamnée, elle a la vocation à être encore plus lourdement condamnée. C'est pour ça qu'on démultiplie les contrôles. Mais au-delà de ça, moi, j'ai pas envie de laisser finalement un truc s'installer dans notre pays. C'est ce qu'on appelle le discours victimaire. C'est dire à ces jeunes, parce que vous portez ce prénom, parce que vous venez de ce quartier-là, eh bien, c'est foutu d'avance pour vous. Pas du tout. Au contraire, oui, il y a des situations de discrimination et c'est une réalité, il faut lutter contre. Et d'ailleurs, on a tous des amis autour de soi qui ont vécu ces moments-là où on les a vécus soi-même. Mais ce sont des combats de société. Et donc, je dis à ces jeunes... Ne sois pas victime et sois acteur. Jamais, n'accepte jamais que l'autre te définisse comme une victime ou une victime potentielle. Par contre, dénonce à chaque fois que tu es victime d'une situation. Ne l'accepte pas. Ne la laisse pas surtout briser tes rêves. Au contraire, prends le contre-pied. Entreprends. Créons des réseaux finalement d'engagés et d'engagement qui permettent soit d'entreprendre, soit finalement de transformer les RH à l'intérieur. Quand on voit à quel point aujourd'hui les entreprises galèrent à recruter des jeunes avec des talents. Parce que parfois... Les fameux talents. Eh bien oui, mais je crois que notre pays est rempli de talents. On les regarde peut-être pas suffisamment. On regarde pas à quel point ce sont des talents potentiels. Alors moi je dis quoi ? Aux grandes entreprises, ouvrez vos portes, bon sang, faites confiance, parce qu'ils vont s'épanouir à l'intérieur et ne tombez pas dans les idées finalement très traditionnel du diplôme qui finalement reconnaît des compétences. Moi, je crois au contraire aux théories et aux techniques aujourd'hui de recrutement alternatif par le jeu vidéo, par la compétence, par l'expérience. Parfois contestées d'ailleurs, ces techniques. Exactement, parfois contestées. Mais moi, je crois que c'est une voie parallèle qui permet à des jeunes qui aujourd'hui trouvent plus d'ailleurs d'offres d'emploi sur Le Bon Coin ou sur les réseaux sociaux que par certaines grandes organisations qu'on connaît. L'idée, elle est simple, c'est ne vous fermer aucune voie. Et faites confiance, ce sont des entrepreneurs dans leur esprit. En tout cas, vous dites ne soyez pas des victimes de ce système qui existe, mais devenez des acteurs de votre construction. Moi, je considère que ce sont des comportements déviants. Quand il y a une situation discriminante dans une entreprise, et il y en a, l'État, notre pays a vocation à les condamner et à les sanctionner lourdement, parce qu'ils trahissent. Mais inversement, ceux qui portent la culture wokiste ou qui essaient de la faire vivre en entreprise, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je combats. Je combats cette culture wokiste au sein de l'entreprise parce que je pense qu'elle fragmente, comme elle fragmente au sein de notre société. Elle crée finalement des communautés, de la séparation, alors même que lutter contre les discriminations, qu'elles soient racistes, homophobes, antisémites, en fait, elle touche tout le monde, donc c'est un combat de société. On ne va pas commencer à se regarder en fonction de finalement un héritage et se dire moi mon combat doit se résumer là. Pas du tout. Je crois qu'au contraire, les Lumières nous ont donné cette grande liberté de dire moi je me lèverai à chaque fois qu'il y aura une discrimination dans notre pays et on ne les laissera pas s'installer. 2022, année européenne de la jeunesse, c'est évidemment la présidence du Conseil de l'Europe par la France. On en a beaucoup parlé dans les médias, avec une rencontre des jeunes Européens à Strasbourg. Alors évidemment en présence de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Vous étiez présente, bien entendu. Des jeunes ont évoqué quoi ? L'idée de faire des quotas de jeunes. Effectivement. On en arrive à l'idée alors pas des quotas en entreprise là. Ils réclament des quotas sur les listes électorales. Exactement. Il y a des mouvements de jeunesse aujourd'hui. Mais on ne va pas s'en sortir. Eh ben, je crois que c'est absolument le mauvais prisme. C'est exactement ce qu'il ne faut pas suivre comme idée ou comme idéologie imposée. C'est les conséquences du discours wokiste, intersectionnel, qui finalement
catégorise chaque citoyen. Moi, je crois que les grands combats de notre société aujourd'hui, c'est comment permettre à chacun d'être un citoyen acteur de sa vie, de donner cette confiance nécessaire, de faire émerger le pouvoir d'agir de chacun. Et donc, de ne pas tomber dans la facilité des quotas. Moi, je crois aux grandes lois qui ont fait avancer l'égalité entre les femmes et les hommes, avec effectivement des indicateurs pour pouvoir évaluer, en permettant, par exemple, la parité dans les listes électorales, qui sont des vraies avancées d'égalité. Mais attention, nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas notre histoire, et c'est une histoire bien anglo-saxonne qu'il faut leur laisser. Alors, pas de quotas sur les listes électorales, ça c'était évidemment... Par contre, lutter contre l'abstention. Lutter contre l'abstention. Un mot, sondage Ipsos il y a quelques mois, décembre 2021, où plus d'un jeune sur deux tournait le dos au vote en disant on n'ira pas voter, ce qui est quand même un signe peu encourageant. Mais au même moment, des études montrent que les jeunes consacrent plus d'intérêt à l'entreprise et moins à l'État, moins aux politiques. Ça, c'est pas bon signe. Vous les avez perdus, les jeunes ? Je crois pas, mais aujourd'hui, il y a un sujet de défiance. Parce que, pourquoi je vous dis je ne crois pas, c'est qu'on a une génération qui est particulièrement engagée. On le voit dans les associations, on le voit dans leur militantisme. Ce sont des acteurs publics et politiques. Mais ils te disent droit dans les yeux, ça ne sert à rien. Voter, ça ne sert à rien. Et donc, à nous de recréer cette confiance. Et donc, ils se retournent vers quoi ? Ou vers le monde associatif, ou vers l'entreprise. Mais moi, je leur dis quoi ? Je leur dis conjuguer les deux. Pourquoi nous avons fait la loi Pacte ? La raison d'être. Parce qu'on croit effectivement, moi je déteste le capitalisme prédictif. Je crois que c'est finalement, c'est ce qui tuera le libéralisme. Alors que je suis une libérale. Je considère qu'il faut créer pour créer de la richesse, parce que cette richesse, elle est distribuée, parce qu'elle permet finalement de répondre aux grandes transitions de notre temps, à la transition environnementale, aux égalités, à l'évolution dans les salaires. Vous leur dites quoi, ces jeunes ? Allez poser votre bulletin. Bien sûr. C'est aussi important que de créer sa start-up. C'est les deux, exactement. C'est aussi important, voire ça démultiplie la puissance de votre start-up ou de votre marche ou de votre pétition. Parce que ça ne s'oppose pas, ça se conjugue. Mais pour ça, il faut aiguiser, je crois, une sorte de goût de l'entrepreneuriat politique que nous n'avons pas assez aujourd'hui dans notre pays. C'est de dire, n'attendez pas, n'écoutez pas sous tous ces discours déclinistes qu'on a pu avoir dans des partis plus anciens où on vous dit c'est le parcours du combattant. Oui, ça l'a été. C'est pas faux, hein. Ça l'a été. C'est pas faux pour les jeunes. Ça l'a été, et vous savez, j'ai 32 ans, ma première élection. Et vous êtes jeune. Exactement, donc je l'ai vécu, et je peux en témoigner. Jeune, femme, et finalement sans territoire d'héritage, je peux vous dire que je l'ai exercé. C'est pas un non 100% Loire-Atlantique. Pas exactement. Voilà. Première génération, mes deux parents sont nés au Maroc et j'ai grandi, moi je suis née dans le Loir-et-Cher, mais j'ai grandi en plus au Maroc, donc avec cette double culture que notre pays voit comme une richesse. Par contre... Quelle bataille. Bien sûr, c'est une bataille, mais la vie est un combat de richesse, de rencontres, d'opportunités. Moi, ce que je leur dis à ces jeunes, c'est ne vous laissez pas bercer par ces discours déclinistes ou de haine. Au contraire, engagez-vous, votez, faites que ces transformations aillent plus vite. Et pour ça, il y a une sorte de cataclysme en 2017 avec un président de la République jeune, hyper culotté, hyper entreprenant. Très entreprenant et entrepreneur à sa manière. Et qui a dit quoi à notre pays, à notre vie politique ? Il nous a regardé, il nous a dit, ceux qui ont de la bonne volonté, ceux qui ont de l'énergie à y mettre, venez. Résultat des courses, il a investi des profils comme moi. J'ai pas fait les études qui ressemblent à des études d'un ministre, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, j'étais à l'université publique. Il a donné des investitures à des profils qui sont de territoires différents. Moi, je n'avais pas de mandat politique avant. Eh bien, cette transformation, elle est en cours, elle est même en marche, si vous me permettez l'expression. Et si c'est un appel à l'engagement. Pas encore, présentez-vous. Pas candidat, Emmanuel Macron. Moi, je dis, présentez-vous pour une démocratie beaucoup plus vivante. Vous savez, la démocratie, c'est comme un muscle. Vous savez, un muscle, quand tu l'utilises pas trop, il s'atrophie. Eh bien, il ne faut pas laisser notre démocratie s'atrophier. Et si demain, l'abstention est aussi importante que ce que disent aujourd'hui les sondages, ou le superbe livre de Frédéric Dabi, d'ailleurs, Fracture, qui est excellent. Qui montre d'ailleurs le désintérêt des jeunes pour la politique. Et la confiance dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, qui est très nette. Parce qu'une confiance dans l'action immédiate. Et finalement, moi je leur dis, utilisez toute cette énergie pour démultiplier l'action immédiate par des transformations en profondeur de notre vie politique. Votez, engagez-vous. La Fracture, livre sélectionné parmi les 3 lauréats du livre politique. Ah bah Faut-il super. le préciser, le livre de Stewart et de Frédéric. Un mot sur le service civique, parce que c'est intéressant de faire le bilan, puis il faut qu'on prenne du temps pour parler de ce contrat engagement jeune, parce qu'il dit des choses aussi d'une stratégie politique. Ce n'est plus, c'est en tout cas la théorie de l'assistanat, on ne donne pas une allocation, mais on sollicite le jeune pour qu'il puisse reprendre le chemin de l'emploi. Un mot d'abord sur le service civique. Le bilan, c'est quoi ? Ça a marché ou pas ? Oui.
Ça a marché, ça a même très très bien marché parce qu'on a eu une explosion de services civiques dans les collectivités. Pourquoi ? Parce qu'il fallait créer des missions de services civiques au plus proche des territoires pour que tous les jeunes, qu'ils soient ruraux ou urbains, puissent en bénéficier. On a plus de 245 000 missions, très très diverses. Et d'ailleurs, on a même, ça a tellement bien marché qu'on a aujourd'hui, avec le président de la République, on est en train de porter le service civique européen. Qui permettra effectivement à des jeunes de vivre l'Europe au quotidien, 6 mois, partout dans le pays. C'est quoi ? C'est une sorte d'Erasmus, une service civique ? On va pouvoir aller en Allemagne, on va pouvoir aller dans des pays européens ? Exactement, c'est un peu l'idée. Vous savez que Erasmus, pendant longtemps, ça a été réservé aux étudiants. Et sauf que quand à 20 ans tu bosses, ou quand à 20 ans tes parents... on n'a pas Erasmus. Exactement, c'est pas fait pour toi. Et là, ça donne l'opportunité de pouvoir... à tous les jeunes européens, d'abord en partant d'une expérience française. Pas si simple. Ce jeune qui sera, je sais pas, en préfecture au service civique pourra, sur une liste, peut-être sur le site Un jeune, une solution, pouvoir trouver un espace, un emploi ou un service civique, je sais pas, en Allemagne. Alors, ça ne sera certainement pas un emploi, mais oui, ça sera une mission. Une mission d'intérêt général en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et d'ailleurs, on l'a déjà expérimenté, alors sur des territoires frontaliers parce que c'était plus facile. Et on avait lancé la première promo à Metz il y a moins d'un an. Et donc c'est une sacrée fierté. Vous savez, on fait de la politique avec beaucoup de bon sens, beaucoup d'idéal, mais beaucoup de bon sens. Tu expérimentes, quand ça marche, tu généralises. Contrat engagement jeune, ça c'est ce qui va arriver dans un peu plus d'un mois maintenant, 1er mars. Alors c'est vrai que les mauvaises langues disaient mais pourquoi si tard, pourquoi démarrer si tard ? Parce qu'on sera à un mois du premier tour de l'élection présidentielle, un petit peu plus d'un mois. C'est quoi la philosophie de ce contrat d'engagement jeune ? La philosophie initiale, c'est des devoirs et des droits. Par contre, un engagement demandé aux jeunes. Aujourd'hui, on en a parlé, un taux de chômage qui baisse, qui est encore 30% chez les jeunes. On a aujourd'hui des entreprises qui disent « je n'arrive pas à recruter, ça limite ma croissance ». On sait qu'on aurait jusqu'à 2 points de croissance supplémentaires si on n'avait pas de pénurie au recrutement dans certains secteurs d'activité. Mais face à tout ça, il y a une promesse. La France est là et sera là pour ceux qui ont envie de s'en sortir. Excusez-moi, pour être bien précis, vous vous adresserez au 1er mars, parce que ça va rentrer très concrètement au 1er mars. Dans la vie il y a déjà des expérimentations sur lesquelles qui vous permettent évidemment d'observer sur des populations les plus éloignées de l'emploi. Oui, on est bien d'accord. On est très bien d'accord. On cible en particulier les 400 000 jeunes qui sont très très éloignés du service civique, des services d'engagement, des CDD, des CDI qu'on a aujourd'hui dans le monde de l'intérim. Ils sont très très éloignés de ces emplois, ils sont très très éloignés de ces formations. On leur dit quoi ? À ces jeunes, c'est simple. Tu as besoin d'aide. L'argent, la baguette magique du RSA, c'est pas la bonne solution. C'est pas de l'assistanat. Absolument pas. Pour une raison toute simple. C'est qu'un jeune, quand il est à ce point-là éloigné du marché de l'emploi, entre 16 et 25 ans ou 16 et 30 ans, et qu'il a des problématiques parfois de santé, qu'il a des problématiques, une précarité sociale, qu'il n'a pas de soutien dans sa famille. Des addictions parfois. Des addictions parfois, vous avez raison de le rappeler, des problèmes de mobilité, ce jeune, il a besoin d'un accompagnement à 360 degrés. C'est ce que nous lui offrons s'il s'engage. Aide-toi, la République t'aidera. C'est philosophiquement notre pensée parce que l'accompagner dans une formation, l'accompagner pour lutter contre parfois tous ces démons plus internes, l'accompagner pour trouver un logement et le sortir finalement de toutes ces précarités qui sont multiples, en l'aidant financièrement, parce qu'il y a une aide financière de 500 € jusqu'à 500 € s'il en a besoin, c'est finalement lui donner tous les outils pour avoir confiance et s'en sortir durablement. Et donc de ne pas le mettre dans cette situation de on te verse 500 € et tu te débrouilles tout seul. Par contre, le contrat moral qui est posé, c'est que si tu ne t'engages pas, si tu ne respectes pas le présentiel, les formations, alors on suspend. Et c'est normal, parce que je crois que le contrat, c'est l'engagement réciproque l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est ce que nous posons aujourd'hui avec le contrat d'engagement jeune. Sarah Ellery, la vraie question, la philosophie est très claire, on a bien compris le donnant-donnant avec ces jeunes. La vraie question, c'est d'aller les chercher. C'est très compliqué de toucher ces jeunes qui souvent sont isolés, oui. Et pas uniquement d'ailleurs dans des quartiers populaires et urbains. Territoires ruraux. Souvent dans les territoires ruraux, sans diplôme, ayant échoué à tous les diplômes qu'ils ont entrepris. Comment vous allez les chercher ? Comment vous leur donnez envie de s'engager ? On change fondamentalement de philosophie. D'habitude, d'abord on leur dit venez. Dans les missions locales, venez à Pôle emploi. Mais en fait, on change un peu de... Ils ne viennent pas spontanément à Pôle emploi. Ils ne viennent pas vraiment spontanément. Non. On en a la preuve. Là où on change de philosophie, c'est qu'on a déjà des équipes qui vont aller vers eux. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, on va conventionner avec les associations, les structures qu'ils connaissent. Les maisons rurales, l'école de la deuxième chance, les associations sportives. Et donc, on va s'appuyer sur toutes les personnes d'autorité. Exactement. Toutes ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui font vivre, d'une certaine manière, la solidarité, le lien social jusqu'au
plus près d'eux en leur disant, eh bien, vous avez confiance en eux. Si vous avez confiance en eux, ayez confiance en nous. On fera ensemble pour s'en sortir. Et on saura aider tous les besoins pour que finalement, quand tu commences ton premier job, eh ben, tu sois parti pour construire ta vie et finalement reprendre le volant de ta destinée. Donc c'est ce qu'on appelle les NEETs, c'est un mot Exactement. qu'on utilise beaucoup, c'est-à-dire ils n'ont rien ou ils n'ont plus rien. Ni emploi, ni formation, ni engagement. C'est vraiment de l'isolement et une précarité très accrue. Le dispositif démarrera le 1er mars, évidemment. Mais on croit que chaque jeune est un talent. Voilà. Donc fondamentalement, il suffit parfois d'un tout petit déclic, un regard de confiance. Bien sûr, parce que nous, on croit en eux. Nous, on croit que personne n'est condamné à vivre à côté de la société. Chacun a quelque chose à apporter. Et c'est parce que c'est notre idée fondamentale qu'on se dit, ce jeune, il ne faut pas se débarrasser de lui comme on aurait pu l'entendre en disant « mais donne-lui le RSA, ça ne sera plus ton sujet ». Bien sûr que si, c'est mon sujet. Oui, c'est ça, en lui jetant cette somme. C'est finalement le condamner à ne pas s'en sortir, alors que si on investit dans son accompagnement, si il reprend confiance en lui, si on l'aide au début, eh bien oui, il est parti pour reprendre les rênes de sa vie. Vous soulevez un sujet politique, parce que le RSA vous avez été reproché en disant que vous n'aviez pas mis en place le RSA. Parce qu'on a fait mieux. On a fait mieux. Et dans une note Terra Nova, qui est un think tank sérieux, il évoque l'idée qu'il n'est pas exclu de pouvoir mettre un RSA, mais qu'il faut quand même, dit-il, s'appuyer sur le contrat engagement jeune pour faire réellement une vraie prestation. Vous venez de dire un mot hyper important. Il ne faut pas nier la précarité de certains jeunes. Oui. Et ça, c'est une réalité. Oui. Il y en a qui se retrouvent dans leur voiture, isolés socialement. Par contre, ce qu'on a fait, comment on a construit le contrat d'engagement jeune, on l'a pas construit tout seul dans un coin dans un bureau. On a saisi, c'est même moi qui ai saisi le Conseil d'orientation de la jeunesse, toutes les organisations de jeunesse pour nous challenger. Ensuite, on l'a travaillé avec les assos. Et finalement, c'est le produit, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, et ça répond à votre question de tout à l'heure. C'est l'évolution d'un projet qui doit répondre à des besoins et pas de l'affichage partisan ou politique pour dire, bah voilà, nous avons une mesure démago. Alors, on en reparlera, nous, le 1er mars et à partir du 1er mars dans l'émission, évidemment, pour détailler ce contrat d'engagement jeune. Juste deux questions qui sont des questions importantes. Vous parlez d'addiction, vous parlez de difficultés parfois médicales, de jeunes coupés des soins. Au-delà de l'accompagnement, d'une formation, est-ce que vous avez prévu aussi, du côté d'Olivier Véran, l'idée qu'on les accompagne aussi sur le plan psychologique, psychiatrique? Parce que c'est aussi parfois des jeunes liés aux addictions, liés à des problèmes d'alcool qui ne sont plus en capacité de travailler. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, on crée une sorte de bouclier de protection vis-à-vis des jeunes et par rapport à toutes les nouvelles violences ou tous les risques d'addiction. Que ce soit les addictions qu'on connaît un peu plus traditionnelles, drogue, alcool, qui sont des addictions classiques, des addictions liées au jeu. On a des drames aujourd'hui liés au jeu. Les addictions aujourd'hui des jeux vidéo également. Je pense aux paris sportifs, mais aussi aux jeux vidéo. Et finalement, ce sont des nouvelles formes de violence sociale qu'on accompagne en créant, par exemple, un chèque psy qui aujourd'hui intègre l'accompagnement. Donc il sera aussi dans la proposition, parce qu'il y aura quand même un guichet, j'imagine que c'est Pôle emploi, c'est les missions locales, parce que l'association, une fois qu'elle aura détecté ce jeune et qu'elle lui aura parlé, puisque c'est de ça dont il est question, il faudra quand même qu'à un moment donné, quelqu'un, lui ou la structure, vienne et se rende compte. Enfin, il faut qu'il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose, et d'ailleurs, ce qu'on a souhaité, et c'est le plus important, c'est que la personne qui va l'accompagner, elle va l'accompagner du début jusqu'à la fin. Quel que soit son référent. Son référent restera le même, parce que je crois à cette relation de confiance, et parce que c'est dur pour quelqu'un d'expliquer ses galères à plusieurs personnes. C'est dur de demander à quelqu'un de revenir sur son histoire. Alors là, eh bien, ça ne sera plus le cas. Au moment de la prise en charge et de la signature du contrat, il y aura un référent. Donc il signe un contrat, il s'engage. Oui. Une sorte de charte d'engagement. C'est un contrat. C'est un contrat. C'est aussi pour ça que ce mot est reste. Oh, il est signé. Il est écrit formalisé. Ce contrat, là, il est formalisé. Oui, avec il y a des choses précises qu'il devra remplir. Des engagements réciproques. C'est-à-dire, en un mot, il faudra que tu te lèves le matin. Il faut que tu viennes, il faut que tu te formes, il faut que tu sois présent aux réunions collectives, il faut que tu honores les formations qui vont être les tiennes. Et en contrepartie, eh bien, tu auras toujours quelqu'un qui sera là pour te répondre. C'est ton conseiller. On t'aidera à lever tous les freins qu'il y a aujourd'hui dans ta vie, le logement, la mobilité, la santé. Et quand tu sortiras de ce contrat, parce qu'il pourra durer un peu plus longtemps si besoin, jusqu'à 18 mois, eh bien, tu seras prêt. Maximum 18 mois. Mais tu seras prêt à prendre ta vie en main. Ça veut dire qu'à l'issue de ces 18 mois maximum, ce jeune, en tout cas, est prêt à être pris en main pour basculer cette fois-ci dans une recherche d'emploi active. Ou déjà d'être en insertion professionnelle.
D'ailleurs, on s'est appuyé sur la réussite de la garantie jeune, qu'on a déjà beaucoup fait évoluer au fur et à mesure de ce quinquennat. Et la garantie jeune, c'est un taux de transformation aujourd'hui de plus de 80, quasiment 80% d'insertion économique et sociale. Et c'est en partant de quelque chose qui fonctionne, qu'on a évalué, finalement, qu'on généralise et on en prend le meilleur. Eh bien, vous reviendrez nous parler de ce contrat d'engagement jeune. Avec grand plaisir. Je sais que les médias vont s'emparer. Et d'ailleurs, l'entrepreneuriat est dedans. Et l'entrepreneuriat. Et le BAFA, oui, on ne l'a pas dit, mais c'est important. Ça permet aussi... Toutes les voies professionnelles. Tout ce qui permet de sublimer le talent de chacun de nos enfants. Le BAFA, c'est ce diplôme pour être animateur de colonies de vacances ou de centres aérés, de périscolaires. 50 000 emplois non pourvus l'année prochaine, c'est une vraie pénurie, quasiment autant que dans l'industrie ou la restauration. Et ce sont des métiers de l'humain qui ont énormément de sens et qui plaisent en général aux plus jeunes. On n'a plus le temps, mais les salaires sont trop bas, disent les assistants. Très juste. Périscolaires. Des annonces dans quelques semaines sur d'ailleurs les salaires du monde du périscolaire, de la médiation, de la culture. On va atterrir sur 4 assises qui ont été faites du monde de l'animation et ça sera peut-être l'occasion de vous raconter tout ça. Dieu sait s'ils sont importants, ces animateurs périscolaires qui accompagnent vos enfants après l'école. Exactement. Merci Sarah El Haïry d'être venue nous rendre visite, secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement, avec sous le bras, mais bon, qui n'est pas encore totalement ouvert, le contrat d'engagement jeune. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement, évidemment, dans la tech, avec des profils